On va dire que le blason, c'est le système qui permet d'exprimer les choses. Les armoiries, c'est le résultat qu'on obtient en utilisant ce système lorsqu'on crée une image. Et l'écu, c'est une des formes dans lesquelles on va circonscrire cette image. Racines et récits. Racines et récits. Le podcast des généalogistes de l'U-Projet. Racines et récits vous propose 2 fois par mois une rencontre avec un généalogiste familial professionnel pour découvrir une facette étonnante et méconnue de votre histoire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Racines et récits. Nous allons aujourd'hui parler d'une tradition quasi millénaire dont les origines remontent aux batailles et autres joutes qui ont jalonné le Moyen-Âge. De signes distinctifs peints sur des écus, bannières et cottes d'armes des chevaliers, les armoiries se sont peu à peu développées pour devenir de véritables identités héréditaires, répondant à un code visuel et juridique. Pour en parler, j'ai invité Pierre Gay, héraldiste passionné, qui va nous apprendre à décoder cette forêt de symboles. Pierre, bonjour. Bonjour. Pierre, merci d'avoir accepté notre invitation au micro de Racines et Récits. On a l'habitude de parler de blason lorsqu'on évoque l'héraldique, bien sûr, mais la première idée reçue est que cette distinction serait réservée à la noblesse. Alors, c'est vrai ou c'est faux ? Alors, c'est bien sûr totalement faux. C'est un préjugé qui nous vient de la Révolution française, en fait. Comme le soulignait Michel Pastoureau dans son introduction à son traité d'héraldique, c'est assez aberrant parce qu'il faut savoir qu'au moins la moitié des armoiries françaises étaient roturières quand les révolutionnaires se sont piqués de l'éradiquer les blasons comme signe de féodalité. Alors, on avait des villes, des corporations, des associations diverses, plus la roture. Et en fait, la noblesse ne représentait qu'une partie de l'univers héraldique. D'un point de vue de la sémiologie de la communication, on utilisait des mots un peu savants. Le blason, c'était un petit peu ce que le logotype est aujourd'hui. Par exemple, lorsque vous voyez un cercle au centre duquel partent 3 pointes qui rejoignent le bord, c'est pas besoin d'écrire Mercedes à côté pour que vous l'identifiez. C'est un logo. Il faut prendre la chose comme quelque chose de beaucoup plus général en termes d'identification et non pas comme une marque de noblesse. Alors, j'ai évoqué une origine chevaleresque et moyenâgeuse de cette science. Est-ce que vous confirmez, est-ce qu'on peut dater en fait ces premiers blasons, si on peut les appeler comme ça ? Effectivement, l'origine est chevaleresque et donc a priori noble, mais très vite, elle se démocratise, elle envahit le reste de la société. Donc on peut dire que c'est vers le XIIe siècle qu'on distingue quelque chose qui va ressembler à de l'héraldique, et dès le XIIIe, on le trouve dans les emblèmes de villes, de corporations, on en trouve chez les paysans, chez les bourgeois. Ça se répand assez rapidement au cours du XIIIe siècle. Alors dater les premiers blasons, c'est un peu complexe. On va dire que c'est autour de 1100. C'est très difficile de déterminer à quel moment naît réellement l'héraldique, parce que les emblèmes personnels ou voire familiaux ont toujours plus ou moins existé. Ce qu'on pourrait commencer à nommer blason ou héraldique arrive un peu plus tard, c'est-à-dire la codification, elle, est assez lente. Donc là, on parle plutôt de 1200, 1200, 1300. Alors pour faire un peu, et pour utiliser une image un peu anachronique, est-ce qu'on pourrait dire que les premières représentations, qui sont devenues par la suite des blasons, étaient comme des maillots d'une équipe de football, que c'était en fait un moyen de reconnaître, de distinguer quelqu'un lors d'une joute, ou lors peut-être même d'une bataille, avant que ça devienne véritablement quelque chose de structuré et transmissible par la suite. Oui, oui, tout à fait. Le propre du blason, c'est d'être vu et de participer à l'identification de celui qui le porte. Et donc, au passage, on peut noter que le blason, c'est la description d'une image, d'un signe, et que ce blason n'est pas forcément maintenu dans un écu. Il peut être armorié sur une bannière, sur un drapeau, sur un château, il n'a pas forcément la forme d'un écu, et donc effectivement, il intervient comme signe. Il est aussi présent sur un sceau. Il intervient partout où l'identification d'une personne, d'une lignée est nécessaire. Elle authentifie les choses et elle signale une présence. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui relève effectivement
la même logique que, comme vous dites, d'une équipe de foot où faut bien qu'on sache quels sont les joueurs de quelle équipe et donc on leur donne un maillot rouge exactement comme on aurait donné une cotte d'armes rouge à des guerriers normands. Alors, est-ce que vous pouvez quand même en quelques mots nous préciser en fait le nom qu'il faut donner à toutes ces représentations? Parce que on entend écu, blason, armoirie. Mais est-ce qu'on mélange pas un petit peu les choses? Est-ce qu'on Si. peut pas être un tout petit peu plus précis là en quelques minutes? Le blason, c'est le système qui permet d'exprimer les choses. Les armoiries, c'est le résultat qu'on obtient en utilisant ce système lorsqu'on crée une image. Et l'écu, c'est une des formes dans lesquelles on va circonscrire cette image. Mais cette image n'est pas forcément circonscrite. Si on a une bannière d'armes, par exemple, un drapeau, les armoiries vont prendre toute la place du drapeau. Ça sera la limite physique du drapeau et donc ça ne sera pas un écu. L'écu est représenté traditionnellement comme la forme la plus admise de l'expression d'armoirie, mais ça ne remet pas un caractère obligatoire. Alors Pierre, quand on se retrouve face à des armoiries, on est quand même un peu perdu devant tous les éléments présents. Et quand on s'intéresse au vocabulaire utilisé pour le décrire, cela devient parfois totalement ésotérique. Alors, comment faire pour analyser correctement les armoiries? Par quoi faut-il commencer? Et peut-être pourrions-nous prendre un exemple, et je pensais à un exemple que beaucoup d'auditeurs connaissent, qui serait les armoiries de la ville de Paris, par exemple. Le vocabulaire et la façon de décrire, et dont on en parlait, c'est le blason. Si on prend les armoiries de la ville de Paris, nous allons donc essayer de blasonner ces armoiries. Donc, tout le monde les connaît, c'est un bateau blanc qui est sur un fond rouge, et au-dessus de ce bateau blanc sur un fond rouge, il y a des fleurs de lys sur un fond bleu. Alors, une fois que je vous ai décrit ça, il faudrait que je rentre dans le détail des choses, et puis on pourrait comprendre, on aurait des questions encore à me poser, et ce serait un petit peu complexe. Le langage héraldique, le blason, permet de dire la chose sans aucune ambiguïté. Donc, le blasonnement de la ville de Paris, c'est de gueule à la barque antique équipée d'argent, voguant sur une onde du même, et au chef d'azur semé de fleurs de lys d'or. Donc là, une fois que j'ai décrit ça, j'ai décrit le blason de la ville de Paris de façon absolument pas ambiguë. Tout héraldiste, toute personne apte à comprendre cette description peut me faire un rendu juste des armoiries de Paris. Alors évidemment, ces armoiries vont être rendues dans des styles différents. Mais à partir du moment où tous les éléments que j'ai décrits dans le blason de Paris sont présents, ces armoiries sont justes. Alors, il y a d'autres éléments qui constituent un ensemble armorial, en dehors de l'écu que vous venez de décrire. Et je veux parler de la devise, des ornements, du cimier. Est-ce qu'on peut en faire un petit tour d'horizon? Parce que souvent, lorsqu'on tape dans Google blason de la ville de Paris, on va avoir cet ensemble-là et pas seulement l'écu que vous venez de décrire. Oui, une fois qu'on a donné l'écu, qui est l'essentiel, hein, on s'aperçoit que très souvent, il est orné. Alors on parle des ornements du blason. Il y a son timbre, c'est-à-dire ce qu'on trouve au-dessus, on a ses supports ou ses tenants, c'est-à-dire ce qu'on trouve autour. Par exemple, on peut avoir des animaux ou des personnages humains ou même voir des végétaux qui soutiennent l'écu de chaque côté. On peut avoir des décorations qui sont portées par les ornements. Tout ça peut être posé sur un sol qu'on appelle terrasse ou socle. Il y a aussi, à l'époque de l'Ancien Régime, il y avait aussi tous les ornements extérieurs au blason qui signifiaient, par exemple, qu'une position dans l'État était détenue. De la même manière dans les armoiries de l'Empire français sous l'Empire napoléonien. Ces éléments-là sont eux aussi blasonnés. Donc dans le cadre de la ville de Paris, par exemple, il y a une couronne, il y a des végétaux qui sont autour, il y a des décorations, parce que la ville de Paris est décorée. Senestre et dextre, qui sont gauche et droite, sont inversés en héraldique parce qu'on considère que la description des positions se fait par celui qui tient l'écu. Alors Pierre, pour en venir à un sujet un peu plus, j'allais dire, généalogique, on constate en vous écoutant que le blason est comme un complément du nom de famille. Est-ce que vous pouvez me le confirmer? Et ensuite, est-ce que ça se transmet? Alors, c'est tout à fait un complément du nom de famille et même juridiquement aujourd'hui en France, le blason, les armoiries sont un accessoire du nom, c'est-à-dire qu'ils sont défendus, au Conseil d'État et la compétence juridique est celle de l'ordre administratif, en France.
La condition est d'en être le propriétaire et de ne pas les usurper, c'est-à-dire de ne pas prendre les armes de quelqu'un d'autre, sous réserve évidemment qu'on sache que quelqu'un d'autre les a. Et la propriété notamment du blason, c'est d'être a priori quelque chose de collectif. Que ce soit une ville, que ce soit une corporation ou que ce soit une lignée, c'est très rarement un emblème purement individuel. Il a toujours vocation, a priori, à passer d'une personne à l'autre ou d'être partagé avec d'autres personnes. C'est comme un nom en réalité. Donc après, sa pertinence en généalogie vient du fait que, malgré le fait qu'il est collectif, il est parfois nécessaire d'identifier des lignées, et notamment lorsque les héritages sont importants et les apanages sont importants, c'est-à-dire que lorsque on a des familles princières ou des familles pour lesquelles il est fondamental de pouvoir identifier les lignées, on organise en héraldique ce qu'on appelle des brisures. Il y a une dimension individuelle au sens où il y a une identification des branches lorsque c'est nécessaire. Et cette identification des branches d'une famille se fait par les brisures qui sont apportées au blason. Par exemple, un lambel, une bordure. Si vous regardez par exemple les apanages de France, vous avez les villes d'Évreux, le Maine, la Touraine, qui sont toutes des armes de France brisées et qui ont été apanagées aux différents membres de la famille royale, tout en indiquant que cette personne-là n'était pas le roi, donc n'avait pas les armes de France plein. Cette brisure permet à celui qui les observe de pouvoir identifier tout de suite de quelle branche il s'agit. Et donc, j'imagine bien qu'en généalogiste, c'est très utile. Alors Pierre, j'ai une dernière question. Est-ce que l'héraldique ne serait pas un peu démodé dans notre société moderne et spécialement en France? La France a un rapport assez ambigu avec l'héraldique parce qu'on est un des rares pays à l'avoir, de façon aberrante, aboli en 1790. Bon, on l'a rétabli. On a eu un conseil héraldique quand même, enfin pas un conseil héraldique, mais une autorité héraldique en France jusqu'en 1872, si mes souvenirs sont exacts. Et donc en France, effectivement, l'héraldique semble être mort et être passé de mode. Néanmoins, il y a quand même, il me semble, un regain de la demande pour ce type d'emblème dans la logique de transmission très souvent et dans l'envie de marquer sa lignée. J'hésiterais à dire qu'il est passé de mode. Il est passé de mode au sens le plus trivial qu'on peut donner au mot mode, mais sans doute pas du tout au sens beaucoup plus vaste qu'on peut donner à la mode, c'est-à-dire celui de la tendance. Pierre, un grand merci pour votre participation à Racines et Récits qui nous a permis d'apprendre que l'héraldique n'est pas seulement un langage visuel, mais une véritable mémoire des familles, villes ou institutions. Et je précise l'adresse de votre site à tous nos auditeurs, c'est origine.site, origine au pluriel, .site, dans lequel vous êtes d'ailleurs associé à un membre de l'U-Projet. Et j'en profite pour annoncer un webinaire organisé par l'U-Projet les 18 et 25 novembre prochains sur ce thème de l'héraldique, animé par vous-même en compagnie de votre serviteur. Pour vous inscrire, il suffit de vous rendre sur le site de notre association upro-g.fr. Merci Pierre. Merci. Vous venez d'écouter le 13e épisode de Racines et Récits. Ce programme, disponible sur toutes les plateformes de lecture, est présenté par Stéphane Demazure et réalisé par Julien Riquier. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser un commentaire. Vous pouvez aussi le retrouver sur le site de notre association upro-g.fr. Rendez-vous pour notre prochain épisode le 7 novembre en compagnie d'Eva Slaby pour découvrir les archives polonaises. À bientôt!